On est avec Zine Alabidine, ancien ministre de la Culture de la République de Tunisie, un grand intellectuel, écrivaine, musicienne, artiste, pour voir quelques publications qu'il a réalisées, entre lesquelles nous allons choisir pour traduire en italien. C'est à lui que nous demandons de nous illustrer quelques publications qu'il a faites. Merci beaucoup d'abord, Michel, d'être là. Vraiment, c'est un grand plaisir et un grand honneur de te retrouver autour de tout ce qui a pu alimenter, engager ta réflexion, ton engagement pour la paix, pour les cultures, pour le vivre ensemble, pour l'être ensemble. Donc je suis vraiment très content que tu sois là avec Pia, et c'est un honneur pour moi justement de partager ces réflexions-là. Alors, pour ce qui me concerne, en fait, j'ai fait une première collection. J'ai rédigé et édité une première collection avec les éditions de la Sorbonne, les salons de la Sorbonne, avec les éditions Sotumedia à Tunis. Ensemble, donc, si j'avais à choisir, d'abord, c'est une collection de 7 livres qui s'appelle Trialogue, Francis Fukuyama, Mohamed Zilabidine et Samuel Huntington, autour justement de l'impensé. L'impensé politique, l'impensé sociologique, l'impensé connaissésique, l'impensé génésique, l'impensé poétique aussi. Et c'est très important à travers l'impensé de repenser les choses. C'est-à-dire que c'est une philosophie de ce qui n'a pas été forcément pensé ou suffisamment pensé, justement, sans être impensable, évidemment. Parce que ce sont c'est une manière de réfléchir sur les marginalités. C'est une manière de réfléchir aussi sur quelque chose qui pourrait donner un sens à ce qui n'a pas été forcément traité dans la politique, etc. Ce qui n'a pas été forcément compris non plus. Donc, je crois que c'est très important, Michel, d'aller dans ce sens, c'est-à-dire de ne pas considérer que la science ou la pensée c'est quelque chose de classique ou c'est quelque chose de figé. Alors que la philosophie est censée porter la question, forcément, la philosophie est forcée aussi capable de porter l'exclamation, c'est-à-dire toute la relativité, donc l'incertitude, l'aléa, c'est ça la philosophie. Donc ne pas considérer que tout a été dit, mais que tout est à dire, tout est à repenser, Et c'est la raison pour laquelle moi je travaille sur l'impensé. Donc c'est une philosophie pour moi très importante que j'essaie de décliner justement sur un certain nombre de supports. Alors je pense que le premier que j'avais écrit, c'était l'impensé politique. Et c'était pour répondre aussi à Samuel Huntington, d'abord, sur le classe et civilisation. On ne peut pas se permettre d'avoir justement cette affirmation pour dire que le confucianisme et l'islam ne vont pas être dans ce moule de la mondialisation, ils n'accepteront jamais. Et j'ai fait justement ce bémol, c'est-à-dire j'ai fait remarquer que l'islam c'est une civilisation. Avant d'être justement un rapport à la religion stricte, c'est une civilisation qui a porté un concours du monde, un concours de plusieurs cultures, un concours de plusieurs langues, un concours de plusieurs traditions, et qui s'est mêlé à ce qu'on appelle l'esprit de la confluence. Donc l'esprit de la confluence qui n'a pas toujours été donc, dans l'unicité, mais plutôt dans la multilatéralité ou plutôt dans le pluriversalisme sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Donc, et puis j'ai répondu aussi à Francis Fukuyama sur cette idée de la mondialisation, qui n'a pas compté la culture, alors que la culture, c'est la singularité, c'est le particularisme, c'est un certain nombre de considérations. Donc, c'était plus un premier livre pour dire à quel point il est important qu'il y ait un monde pluriel, plutôt qu'un monde mondialisé selon des règles économiques, mercantiles, etc. Donc, c'était une première réponse. Le deuxième livre, je pense qu'il a été je pense, je ne sais pas si je l'ai ici, mais en tout cas, il a été sur c'était l'impensé sociologique, donc là, alors que le premier c'était l'impensé politique, donc le second a été sur l'émancipation de la femme en Tunisie, et sur ce rapport à la modernité et aussi à la culture traditionnelle. Donc, comment concevoir tout ce qui a été fait
dans le cadre de la femme tunisienne, et surtout pour le XXe siècle. Comment se fait-il et comment est-ce qu'on arriverait à concevoir justement ces mutations sociopolitiques et socioculturelles en Tunisie à travers le statut de la femme en Tunisie? Donc pour dire que finalement le statut de la femme c'est une émanation qui peut être moderne, liée aussi par un rapport justement aux lumières, à l'évolution des temps, à l'impératif justement social de devoir mettre les femmes et de devoir inscrire les femmes dans cette mouvance très importante qui est leur rôle, leur statut, leur reconnaissance. Donc dans cet espace qui a été toujours misogyne, mais aussi de dire que peut-être que l'islam lui-même a été revendicateur de quelque chose d'évolutif, puisque déjà il fallait que la femme s'inscrive aussi dans des droits qui étaient de plus en plus acquis. Et c'est important justement de relier cette notion de la modernité d'une religion par rapport à son devoir de remise en question, de remise en être, c'est-à-dire qu'il faut que tout rapport justement, me semble-t-il, de la religion, il ne peut que s'inscrire dans la mouvance des temps et dans l'évolution des idées et des pratiques pour que finalement la réalité change. Donc c'est une thèse assez importante qui est d'un ordre politique, qui est un ordre social, qui est un ordre juridique, donc, et c'est important. Le troisième, c'est l'impensée poétique, et c'est un rapport à la poésie, c'est un rapport à l'esthétique, et c'est un rapport justement à cette interface entre la philosophie, l'esthétique, la poétique et l'imaginable en général, c'est-à-dire cette considération essentielle. Socialité, zeitgeist, c'est-à-dire c'est la fin de la modernité et l'installation de l'après-modernité, c'est ce qu'on appelle la postmodernité ou l'hypermodernité, et une lecture de Gilbert Durand, de Michel Maffezoli, de Michel Foucault, etc. Est-ce que la sociologie classique a laissé la place à la sociologie de l'imaginaire, du plaisir, du désir, etc. Et c'est extraordinaire de voir à quel point aujourd'hui les sociétés sont aimantes, les sociétés sont génésiques, les sociétés sont dans l'amour, les sociétés sont dans le sensible, etc. Alors que Émile Durkheim disait voir les choses comme voir les faits de la société comme les choses. Donc il y a quelque chose qui a beaucoup changé et il revient justement de comprendre cette mutation de la sociologie à la de la sociologie de la modernité à la postmodernité ou l'hypermodernité par ce trussement de ce qui était rationnel à ce qui est maintenant sensible et émotionnel. Donc c'est quelque chose de très beau à étudier et c'est un référent important. L'imbroglio des cultures. Donc là, c'est un livre justement qui rappelle justement la participation de la culture musulmane, que j'appelle l'Orient pluriel, parce que la culture musulmane a drainé depuis la presqu'île arabique, mais elle est partie ensuite à Damas, ensuite à Bagdad, ensuite à donc un certain nombre de capitales, mais non sans rapport avec l'Iran, avec la Turquie, ce qui est considéré évidemment les cultures perses et les cultures ottomanes plus tard, mais c'est important de dire combien la confluence justement autour de l'islam et autour de cet Orient pluriel, entre le 7e siècle et le 13e, voire le 15e, jusqu'à la chute de Bagdad en 1258 et celle de Grenade en 1492, c'était une acception du monde où il y a eu quand même de la littérature, de la poésie, de la philosophie, qui était dans l'esprit justement de la Grèce antique, mais aussi dans l'esprit du péripatétisme, donc de cette pensée gréco-arabe qui a beaucoup servi ensuite à l'Occident. Donc c'est important de rappeler ces données-là pour dire que finalement, à chaque fois qu'il y a eu une confluence des idées, chaque fois qu'il y a eu une confluence de la pensée, chaque fois de l'intelligence humaine, le monde en général a pu avancer. C'est-à-dire que le repli sur soi et le repli justement n'a jamais été salvateur pour pouvoir donner au monde entier cette intelligence du lieu et c'est très important. Thébaïde, c'est une reconnaissance qui est très importante puisqu'elle se fait aussi pour la culture africaine, la reconnaissance de la culture africaine à travers les poétesses africaines, et j'y ai justement ajouté alors une certaine approche assez importante de cet hommage rendu à l'Afrique. La Tunisianité au pluriversel, c'est un livre qui témoigne justement de la diversité de la Tunisie. Alors que l'identité a essayé de figer la Tunisie dans un espace de langue et de religion, je crois que la tunisianité est beaucoup plus ouverte,
à un esprit de sédiment et de congrégation et d'évolution des temps. C'est-à-dire que la tunisianité résume justement tout ce que la Tunisie a connu depuis les Atériens, les Moustériens, les Capsiens, ensuite les musulmans à travers la capitale Kérouan et ensuite Mehdia, et tout ce legs justement que la Tunisie a connu et qu'on peut retrouver à travers l'architecture, qu'on peut trouver dans le patrimoine, dans l'archéologie, c'est quelque chose de très important, puisqu'il résume cette pluralité de la Tunisie. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit la tunisianité au pluriversel, dans le sens où la Tunisie aujourd'hui est arabo-musulmane, mais elle ne peut pas nier son histoire. La preuve, quand on va reconnaître les vestiges archéologiques, on trouve l'Afrique romaine, alors avec toute son immensité, on trouve vraiment partout des sites archéologiques, des monuments, alors qui parlent quand on sait que Saint-Augustin aussi était là. Saint-Augustin, bien sûr, mais enseigné par qui? Par des femmes. C'était des prêtresses. Qui étaient qui? C'était Sainte-Olive, Sainte-Partienne, Sainte-Sulpice, Sainte-Perpétue, etc. Mais c'est important de dire que cette terre aussi, parce que quand on voit l'imaginaire occidental, il a l'air de considérer un peu cette histoire de la Tunisie comme étant confinée. L'histoire est beaucoup plus ouverte à de petites acceptions de la culture qui ne sont pas toujours très justifiées. Alors le dernier livre qui m'intéresse beaucoup, ce sont des correspondances à André Malraux, Mohamed Zillabiti. Dans le sens des expériences que nous avons eues, lui, en tant que ministre de la Culture et fondateur du ministère des Affaires culturelles en France en 1959, c'était la République, donc la 5e République, c'était Charles de Gaulle. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est l'esprit de la démocratisation culturelle, c'est-à-dire l'esprit alors de l'ouverture culturelle. Ça m'intéresse beaucoup de voir les théories culturelles comparées. C'est-à-dire entre l'Allemagne, l'Italie, la France, le Canada, la Tunisie, etc. Loin de l'hermétisme que certains, justement, essaient de nous rapporter ou de nous ramener. Donc ces correspondances montrent à quel point il y a des affluences, il y a des confluences, mais il y a des divergences aussi, parce qu'il y a quand même un particularisme culturel qui n'est pas celui de la France. Entre la Tunisie et la France, il y a des choses qui font que l'une et l'autre, c'est-à-dire cette culture et l'autre, se distinguent, se nuancent, donc se diversifient, etc., et se différencient aussi. Donc il y a un traité de politique culturelle comparé, un traité aussi de théorie culturelle comparée sur le plan philosophique, sur le plan sociologique, anthropologique, mais surtout il y a l'expression de mon passage en tant que ministre de la Culture en Tunisie, où je reprends un certain nombre de faits liés aussi à la démocratisation de la culture et un certain fait politique lié à cette expérience. Donc j'attends bientôt de publier, ce sera dans les 2-3 mois prochains, correspondance avec Edouard Saïd, donc avec un focus essentiellement porté sur l'Orient et l'orientalisme et l'imaginal oriental. Donc j'essaie de situer justement ce rapport Occident-Orient. J'ai toujours travaillé sur les cultures de la paix, j'ai toujours travaillé sur ce pont salvateur qui peut vraiment réunir l'Occident et l'Orient en dehors de toute considération géopolitique, de scission, de division, de jugement et surtout de négation. C'est-à-dire l'Occident qui nie l'Orient, l'Orient qui nie l'Occident, et chacun se recroqueville un peu sur lui-même, disant que non, on n'est pas pareil, on essaye, et c'est ce que j'essaye à travers l'impensé, de repenser les cultures de la paix, les cultures de ce qui peut rapprocher, unir, lier, au lieu de la désunion, les unions au lieu de la désillusion, au lieu de la scission, au lieu de la rupture et de la séparation, qui, me semble-t-il, sont très mauvais pour l'humanité et contre l'humanité. C'est ça, Michel, ce que j'essaie de faire, de porter donc mon expérience artistique, intellectuelle, universitaire, à travers des écrits qui créent ces ponts, donc Orient-Occident, un peu, bien sûr, à la manière de Goethe qui avait chanté le divan occidental-oriental.